Le soir tranquille du 31 août 1939, dans la petite ville frontalière de Gleiwitz, ne laissait rien présager de ce qui allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Le crépuscule tombait lentement sur les bâtiments de briques, et l'air était imprégné de la lourde et stagnante chaleur de l'été finissant. À ce moment-là, un groupe d'hommes en civil, dont les mouvements trahissaient une discipline militaire, s'approchait de la station de radio locale. Ce n'étaient ni des voleurs, ni des passants occasionnels. Ces hommes faisaient partie d'un mécanisme soigneusement conçu, destiné à créer une illusion qui servirait de prétexte formel au début de la confrontation la plus massive de l'histoire de l'humanité. Au centre de ce groupe se trouvait Alfred Nojox, un homme dont le nom resterait dans l'ombre des grands commandants, mais dont les actions, cette nuit-là, déclenchèrent une réaction en chaîne qui aboutit à la refonte de la carte du monde. Gravissant les marches, il portait non seulement des armes, mais aussi un scénario préparé à l'avance, où chacun avait son rôle à jouer dans un spectacle dont le prix se mesurait en millions de destins humains. Ce moment marqua l'apogée de longs mois de manœuvres diplomatiques et de jeux de coulisses, menés en silence dans les cabinets de Berlin et de Moscou. Pour comprendre pourquoi la station de radio de Gleiwitz devint l'épicentre d'une explosion mondiale, il est nécessaire de revenir sur les événements qui précédèrent cette soirée. La seconde moitié des années 30 du XXe siècle fut une période où le droit international se transformait en une formalité vide de sens et où les intérêts des grandes puissances dictaient de nouvelles règles du jeu. L'Allemagne augmentait rapidement sa puissance, exigeant une révision des résultats de la Première Guerre mondiale, tandis que d'autres acteurs sur la scène mondiale tentaient soit d'apaiser la menace croissante, soit de la diriger vers leurs adversaires. À l'été 39, la tension atteignit son paroxysme. La question des frontières polonaises devint le nœud qu'il était impossible de dénouer pacifiquement, sans heurter les intérêts des plus grandes forces géopolitiques de l'époque. Une importance particulière dans cette complexe partie d'échecs fut accordée au pacte signé le 23 août 1939. La rencontre des ministres des Affaires étrangères à Moscou prit le monde par surprise. Deux systèmes, qui pendant de longues années s'étaient positionnés comme des adversaires idéologiques irréconciliables, trouvèrent soudain un langage commun. Cependant, derrière les mots officiels de non-agression se cachaient des protocoles secrets qui divisaient en fait l'Europe de l'Est en sphères d'influence. Ce sont précisément ces accords qui définirent où passeraient les futures frontières occidentales de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais pour que ces plans se mettent en mouvement, un détonateur était nécessaire. L'opinion publique mondiale avait encore besoin d'une justification pour le début des actions actives. Et c'est ici qu'entra en scène l'opération, qui reçut le nom de code cynique de conserve. Le plan de l'opération, élaboré par Reinhard Heydrich, frappait par sa froideur et sa calculatrice. L'idée était de mettre en scène une attaque de militaires polonais contre des installations allemandes. La station de radio de Gleiwitz ne fut pas choisie par hasard. Son puissant émetteur permettait de diffuser le signal sur de vastes territoires, garantissant une couverture maximale de l'audience. Mais le détail le plus sombre du plan était l'utilisation de matériel humain. Les personnes qu'il était prévu de laisser sur les lieux comme preuve de l'agression polonaise étaient appelées conserves par les agents des services de sécurité. Il s'agissait de prisonniers dont le sort était scellé d'avance. Il était prévu de les vêtir d'uniformes polonais et de les neutraliser afin de créer une image visuelle incontestable de l'affrontement survenu. Dans la nuit du 31 août 1939, Alfred Nojox et son équipe ont pris d'assaut le bâtiment de la station de radio. Ils ont neutralisé le personnel et se sont emparés du microphone. Des coups de feu et un discours enflammé en polonais, appelant à la révolte contre l'Allemagne, ont retenti à l'antenne. Tout cela n'a pas duré plus de quelques minutes, mais c'était suffisant. Pendant que le signal se propageait sur les ondes radio, les exécutants ont laissé sur place le corps de Franciszek Oniok, un fermier local connu pour ses sympathies envers la Pologne. Il fut la première, mais loin d'être la dernière victime de cette grandiose falsification. Sa vie fut sacrifiée à la grande politique, afin que le lendemain matin les journaux du monde entier puissent titrer sur l'attaque perfide d'une ville allemande paisible. Quelques heures seulement après la fin de l'émission à Gleiwitz, la machine de propagande fonctionnait à plein régime. Berlin officiel a annoncé que la coupe de la patience avait débordé et que désormais la force serait répondue par la force. À 5h45 du matin du 1er septembre 1939, le mouvement des troupes a commencé, qu'il était déjà impossible d'arrêter.
Le mensonge, créé dans les murs d'une station de radio provinciale, est devenu le fondement légitime de la destruction de l'ordre mondial établi. Cependant, l'incident de Gleiwitz n'était que la partie visible de l'iceberg. Les véritables conséquences de cette provocation ont commencé à se manifester un peu plus tard, lorsque les accords secrets entre Berlin et Moscou sont entrés en vigueur. Les événements de la première moitié de septembre 1939 se sont déroulés avec une rapidité kaléidoscopique. Tandis qu'une partie progressait rapidement dans les territoires, l'autre veillait attentivement au respect des lignes de démarcation précédemment tracées. Il est important de comprendre que sans les garanties obtenues à Moscou, la décision d'entreprendre des actions actives en Europe aurait pu être reportée ou prise sous une autre forme. Gleiwitz a lancé un processus qui a permis de réaliser les ambitions géopolitiques des deux parties telles qu'elles étaient fixées dans le pacte Molotov-Ribbentrop. Pour l'Union soviétique, cela signifiait la possibilité de récupérer les territoires perdus lors des événements du début des années 20 et de repousser les frontières aussi loin que possible vers l'ouest. La dynamique interne du conflit de ces jours-là était déterminée non seulement par les ordres du commandement, mais aussi par les transformations personnelles des participants aux événements. Des gens ordinaires, entraînés dans le tourbillon de l'histoire, se retrouvaient soudain face à des choix moraux qui n'avaient souvent pas de bonne réponse. Les soldats, traversant les frontières, croyaient qu'ils accomplissaient leur devoir de défendre les intérêts de leur pays, ignorant que leurs actions étaient prédéterminées par une mise en scène préorchestrée. Le champ d'information de l'époque était si densément rempli de faits construits qu'il était pratiquement impossible de distinguer la vérité de la fiction. Cela créait une atmosphère de fatalité inéluctable, où chaque décision ultérieure semblait la seule correcte. Le 17 septembre 1939 fut un tournant. Invoquant la nécessité de protéger la population apparentée dans le contexte de l'effondrement de la souveraineté de l'État voisin, les troupes soviétiques traversèrent la frontière orientale de la Pologne. Cette étape était une conséquence directe de la logique qui avait été lancée à Gleiwitz. La carte du monde commença à changer conformément aux lignes tracées au crayon rouge sur les cartes diplomatiques au Kremlin. La rencontre des deux armées à Brest, qui s'acheva par un défilé conjoint, devint le symbole de la manière dont deux forces puissantes peuvent coordonner leurs actions, en fonction d'intérêts pragmatiques, masqués sous la nécessité idéologique. Derrière l'éclat extérieur des parades militaires et des acquisitions territoriales se cachait un profond conflit idéologique. Ce ne sont pas de simples États qui se sont affrontés, mais des systèmes de pensée entiers sur la manière dont le monde devrait être organisé. Dans ce système de valeurs, l'individu cessait d'être un sujet de droit et se transformait en un instrument pour atteindre des objectifs globaux. La provocation de Gleiwitz a mis à nu l'essence cynique de la politique de l'époque. Si la réalité ne correspond pas à vos plans, la réalité doit être fabriquée. Le mensonge dans l'espace médiatique n'est pas devenu un simple complément à la force militaire, mais son avant-garde, ouvrant la voie aux colonnes de chars. Cette fracture idéologique a divisé la société entre ceux qui croyaient aux communiqués officiels et ceux qui tentaient de discerner les véritables motivations des dirigeants. Cependant, dans un contexte de contrôle total de l'information, la voix du doute était pratiquement inaudible. L'utilisation de l'image de l'ennemi, créée artificiellement, a permis de mobiliser d'énormes masses de personnes pour des actions qui, dans d'autres circonstances, auraient provoqué l'horreur. Ainsi, l'opération mécanique à Gleiwitz s'est transformée en un puissant outil d'impact psychologique, modifiant la perception même des limites du permissible en politique internationale. La convergence de deux courants, l'agression allemande, justifiée par un incident falsifié, et l'avancée soviétique vers l'Ouest, a créé une nouvelle réalité géopolitique. Les frontières établies à l'automne 1939 ont en grande partie déterminé les contours de la future Europe pour les décennies à venir. Les régions occidentales de l'Ukraine et de la Biélorussie ont été incorporées à l'URSS, ce qui a été la réalisation d'une stratégie à long terme de rassemblement des terres et de renforcement de la capacité de défense. Cependant, le prix de ce renforcement était indissociablement lié à cet acte initial de tromperie qui s'est produit à Gleiwitz. Sans ce premier domino, toute la chaîne d'événements aurait pu être complètement différente. La transformation de la perception de ces événements n'est intervenue que des années plus tard, lorsque, lors du procès de Nuremberg, le monde a appris les détails de l'opération Conserve de la bouche même des participants.
Les témoignages d'Alfred Nojox ont révélé l'abîme de cynisme qui se cachait derrière les déclarations officielles de 1939. Il s'est avéré que de grands changements historiques peuvent commencer par une mise en scène mineure, techniquement simple, si elle est intelligemment intégrée dans une stratégie globale. Cette révélation a changé l'approche de l'étude de l'histoire, obligeant les chercheurs à être plus critiques vis-à-vis de toutes les versions officielles des incidents frontaliers. Le point culminant de ce processus historique est survenu lorsque les nouvelles frontières ont été finalement reconnues et fixées après la fin de la confrontation mondiale en 1945. Bien que les circonstances de leur formation aient été liées à des méthodes douteuses et à des accords secrets, la réalité créée s'est avérée étonnamment stable. Les lignes tracées dans les bureaux en 1939 se sont largement maintenues même après la chute des grands systèmes du XXe siècle, continuant d'influencer la carte politique contemporaine de l'Europe de l'Est. La résonance des événements de Gleiwitz se fait sentir encore aujourd'hui, à l'ère de l'information numérique et des guerres hybrides. Nous voyons comment les mécanismes de création de faux prétextes, mis au point en 1939, se retrouvent dans les conflits modernes. Les technologies ont changé, les radios ont été remplacées par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, mais la psychologie de la manipulation est restée la même. La principale leçon de cette nuit à Gleiwitz est que l'information est l'arme la plus redoutable, capable de légitimer n'importe quelle action si la société ne dispose pas d'outils d'analyse critique et de mémoire historique. Le paradoxe de l'histoire réside dans le fait qu'un petit mensonge a pu lancer un processus qui a conduit à des changements fondamentaux, aujourd'hui perçus comme une donnée historique. Nous sommes habitués à considérer les frontières comme quelque chose d'immuable, oubliant qu'elles sont souvent le résultat d'événements accidentels ou délibérément construits. Gleiwitz nous rappelle la fragilité du monde et la facilité avec laquelle la vérité peut être remplacée par un récit commode. L'étude de cet incident révèle la mécanique même de la façon dont les idées se transforment en actions et les actions en une nouvelle carte du monde. Aujourd'hui, lorsque nous examinons les différents géopolitiques contemporains, nous cherchons involontairement des analogies avec le passé, et Gleiwitz nous offre une matière très riche à la réflexion. Il nous apprend à nous poser la question « à qui cela profite-t-il ?» chaque fois que quelque chose d'inattendu se produit à l'intersection des intérêts étatiques. L'influence de cette provocation sur le destin des frontières occidentales de l'URSS souligne que dans la grande politique, il n'y a pas de détails insignifiants. Chaque mot à l'antenne, chaque objet laissé sur les lieux peut devenir une brique dans le fondement de l'ordre mondial futur. À la fin de notre parcours à travers les méandres de l'histoire de l'année 39, nous revenons à cette même station de radio. Aujourd'hui, à Gleiwitz. Aujourd'hui, la ville polonaise de Gliwice se dresse le plus haut mât de radio en bois du monde. Il est silencieux, mais sa seule présence est un puissant rappel de la façon dont une voix provenant d'un haut-parleur peut mettre en mouvement des millions de personnes. L'incident de Gleiwitz a cessé d'être une simple provocation allemande. Il est devenu le symbole de la façon dont un mensonge médiatique se transforme en une force légitime, capable d'effacer et de dessiner des frontières. Nous voyons que l'histoire n'est pas seulement une séquence de dates et de batailles, mais aussi une lutte de signification. L'opération Conserve a montré que pour changer le monde, il n'est pas toujours nécessaire de gagner une bataille générale. Il suffit parfois de s'emparer d'une station de radio pendant 15 minutes et de laisser derrière soi un décor convaincant. Mais la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, trouve toujours son chemin vers la surface. Les témoignages de ces années, des protocoles secrets aux aveux des exécutants, nous permettent de reconstituer le tableau complet du début de la Seconde Guerre mondiale, où Gleiwitz n'était que le premier, mais décisif, accord. Cette histoire nous enseigne la vigilance. Dans un monde où l'information se propage instantanément, la responsabilité de vérifier les faits incombe à chacun de nous. Les événements de 1939 montrent à quelles conséquences catastrophiques peut conduire une foi aveugle dans les images diffusées. Les frontières occidentales, qui ont déterminé le destin des peuples, ont été payées non seulement par le sang, mais aussi par le consentement à vivre au sein d'un grand mensonge. Et la compréhension de ce mécanisme est le meilleur moyen d'éviter la répétition de tels scénarios à l'avenir. Lorsque nous analysons l'interaction entre Berlin et Moscou à cette période, il devient évident que Gleiwitz était un élément nécessaire à la synchronisation de leurs actions. Il a permis à une partie de commencer la réalisation de ses plans sans craindre une opposition immédiate de l'autre, et a créé les conditions pour l'entrée ultérieure de la deuxième force dans le jeu.
C'était une partie d'échecs où les pièces étaient sacrifiées pour le contrôle de l'échiquier, et l'échiquier était toute l'Europe de l'Est. Et chaque nouveau détail que nous apprenons sur cette opération ne fait que confirmer. Derrière les grands événements se cachent souvent de petites et sales intrigues aux conséquences colossales. L'histoire de Gleiwitz est un miroir dans lequel il est utile pour l'homme moderne de se regarder. Il reflète nos peurs, nos vulnérabilités face à la manipulation et notre capacité à croire ce qui semble évident. Mais derrière l'évidence se cache toujours la deuxième et la troisième couche de la réalité, qui détermine le véritable cours des choses. En fin de compte, les frontières ne sont pas sur la terre, mais dans l'esprit des gens. Et c'est là que se sont déroulées les batailles les plus importantes de 39. En réfléchissant à la signification de ce lointain mois d'août, nous comprenons que le monde ne sera plus jamais le même après que le mensonge aura été officiellement élevé au rang d'instrument d'État. Gleiwitz est devenu le point de non-retour, après lequel les paroles des politiciens et les titres des journaux ont perdu à jamais leur pureté d'antan. Mais c'est précisément l'étude de cette amère expérience qui nous donne l'espoir qu'en connaissant les méthodes de tromperie, nous pourrons mieux protéger cette fragile vérité sur laquelle repose notre avenir commun. Pour conclure notre analyse, il convient de se souvenir une fois de plus de Franciszek Onyok. Son nom a longtemps été oublié, mais son destin est le témoignage le plus éclatant de la façon dont la vie humaine est dévalorisée dans les rouages de la grande géopolitique. Il n'était pas un soldat, il ne prenait pas de décision. Il s'est simplement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, devenant un détail dans un scénario écrit à Berlin. Et des millions de ces détails allaient suivre au cours des 6 années suivantes. Gleiwitz a ouvert la porte de l'abîme. Et notre tâche est de ne jamais oublier comment cette porte a été ouverte. L'histoire n'est pas un monument figé, mais un processus vivant qui se poursuit dans nos pensées et nos actions. L'incident de Gleiwitz et les changements de frontières qui ont suivi continuent de façonner notre monde, nous rappelant que le passé ne disparaît jamais complètement. Il vit dans les contours des États, dans la mémoire des peuples et dans les leçons que nous tirons des erreurs de nos prédécesseurs. Et que le silence au-dessus de l'ancien pylône radio de Gleiwitz soit un rappel éternel de la dangerosité de faire confiance aux appels bruyants venant de l'obscurité. La compréhension des liens entre la provocation du 31 août et les événements du 17 septembre permet de voir une image complète. Il ne s'agissait pas d'épisodes isolés, mais de parties d'un plan stratégique unifié où chaque participant connaissait son avantage. Le mensonge à Gleiwitz a créé un espace de manœuvre dont les deux parties ont profité, redessinant la carte du monde en fonction de leurs ambitions. Et cette image du début de la Seconde Guerre mondiale, dépourvue d'embellissements propagandistes, nous révèle le véritable visage de la politique de l'époque. Ainsi, l'étude de la mécanique de l'incident de Gleiwitz dépasse le simple examen de l'histoire militaire. C'est une plongée profonde dans la psychologie du pouvoir, dans les méthodes de gestion de l'opinion publique et dans les moyens de justifier la violence par la manipulation des faits. Les leçons de cette époque restent pertinentes, nous appelant à la responsabilité pour chaque mot et chaque décision, car les conséquences peuvent résonner des décennies plus tard, déterminant le destin des générations futures et les frontières de nouveaux mondes. Tout au long du XXe siècle, les historiens ont débattu des détails de ces événements, mais aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. La provocation à Gleiwitz n'était pas un accident, mais le résultat logique du développement des systèmes totalitaires, où la vérité n'est qu'un obstacle sur le chemin de l'objectif. Et la prise de conscience de ce fait est le premier pas vers une plus grande résilience face aux formes modernes d'influence informationnelle, qui utilisent souvent les mêmes modèles qu'il y a plus de 80 ans. Le monde né dans le feu de cet automne était complexe et contradictoire. Les frontières établies par le pacte Molotov-Ribbentrop sont devenues l'objet de discussions et de conflits acharnés, mais elles ont également servi de base à la formation de nouvelles identités nationales. Le chemin de la fausse émission à l'entrée réelle des troupes en Pologne fut court en temps, mais immense par ses conséquences historiques. Et chaque fois que nous regardons la carte de l'Europe de l'Est, nous voyons les traces invisibles de ce même mois d'août 1939. Que cette histoire serve d'avertissement à tous ceux qui pensent que la fin justifie les moyens. Gleiwitz a prouvé le contraire. Les moyens basés sur le mensonge et le cynisme mènent inévitablement à des catastrophes dont l'ampleur est impossible à prévoir au moment du premier pas. La vérité peut être amère, mais elle est le seul fondement fiable pour construire un monde où les frontières sont définies par le respect et les accords,
et non par des protocoles secrets et des attaques mises en scène. En fin de compte, l'écho des coups de feu de Gleiwitz s'est éteint dans l'espace physique, mais il continue de résonner dans l'espace des significations. Notre tâche est d'entendre cet écho et de comprendre sa signification, afin que la prochaine fois que quelqu'un tentera de créer une nouvelle réalité à partir de bribes de mensonges, nous puissions dire « Nous savons comment cela se fait, et nous ne permettrons pas que cela se reproduise. » Ce n'est qu'ainsi que l'histoire d'un ensemble de dates tragiques se transforme en un outil de notre salut et de notre développement commun dans un monde où la vérité a de l'importance. Des décennies plus tard, nous pouvons affirmer avec certitude que l'incident de Gleiwitz n'a pas été seulement le début d'une guerre, mais l'effondrement des illusions sur la possibilité de coexistence avec un mensonge agressif. Il a montré que toute concession en matière de vérité mène à la perte de bien plus que de simples territoires. Elle mène à la perte d'humanité dans la politique internationale. Et la façon dont le sort des frontières occidentales s'est joué à la suite de ces événements restera à jamais dans les manuels d'histoire comme un exemple de la façon dont la haute diplomatie peut s'entremêler avec la tromperie la plus vile, créant une réalité dans laquelle nous vivons tous encore aujourd'hui. En examinant les détails de l'opération Conserve, nous ne voyons pas seulement les visages des exécutants comme Nojox, mais aussi les ombres de ceux qui se tenaient derrière eux, traçant des flèches sur les cartes. Cette étude nous ramène à la compréhension que l'histoire est faite par les hommes, et que ce sont les hommes qui sont responsables des significations qu'ils donnent à leurs actions. Le mensonge dans le champ médiatique de 1939 n'était qu'un instrument, mais les conséquences de son utilisation ont été fatidiques pour des millions de personnes. Et c'est la résonance la plus importante que nous devons saisir aujourd'hui, en analysant les événements de ces jours lointains, mais encore si proches de nous. Le texte touche à sa fin logique, mais les réflexions sur Gleiwitz ne font que commencer. Chaque fois que nous sommes confrontés au bruit de l'information autour des conflits frontaliers, nous nous souvenons involontairement de cette station de radio silencieuse. C'est la leçon éternelle de vigilance et de pensée critique que nous a laissée l'année 1939. Nous comprenons maintenant que la carte du monde n'est pas seulement un papier avec de l'encre, mais un tissu complexe de vérité, de mensonges, d'ambition et de sacrifices. Et chaque fil de ce tissu a son importance. Et la connaissance de la façon dont le fil de Gleiwitz a été tissé rend notre compréhension du monde plus profonde et plus consciente. En terminant ce long récit, nous voyons à nouveau le mât de la station de radio sur fond de ciel du soir. Il ne transmet plus d'ordre ou de faux rapports. Il se tient simplement là, comme un témoin. Et dans ce silence, on entend la voix de l'histoire qui nous dit « La vérité ne triomphe pas toujours immédiatement, mais elle survit toujours à ceux qui ont tenté de la remplacer. » L'héritage de 1939, ce ne sont pas seulement les frontières sur la carte, mais aussi notre capacité à voir la vérité derrière le brouillard des manipulations. C'est précisément cette résonance qui rend l'étude de Gleiwitz nécessaire pour quiconque veut comprendre les mécanismes du passé et du présent. En guise de conclusion finale, nous constatons que la provocation de Gleiwitz, malgré sa localité et sa brièveté, a été le levier d'Archimède qui a bouleversé le monde. Elle a lié en un seul nœud les intérêts des grandes puissances, prédéterminé le destin de régions entières et changé à jamais les règles du jeu en politique internationale. L'analyse détaillée de l'opération Conserve a mis à nu la mécanique du grand mensonge, et cette connaissance est notre meilleure protection contre de tels scénarios à l'avenir. Les frontières peuvent changer, les empires peuvent s'effondrer, mais les leçons tirées de tels événements restent à jamais avec l'humanité, nous aidant à nous orienter dans l'océan complexe de l'histoire et de la politique.